recevant en la personne de Claude et Evelyne Askolovitch. Bonsoir, messieurs, dames. Je voudrais aussi remercier Léa Platini des Oreilles d'Aman, qui est venue nous faire une prémisse avec du klezmer. Et je voudrais donner la parole à Evelyne Citruc, présidente du Centre de Montfleck. Viens, Evelyne, on va te céder le micro pour ouvrir cette soirée. Tiens. Bonsoir, moi je ne vais pas à Shavuatov. Je ne vais pas prendre la parole longtemps. C'est pas mon exercice favori. Sauf quand j'ai quelque chose à dire. Mais ce soir, j'ai quand même quelque chose à dire. C'est pas notre habitude de faire des rencontres littéraires un samedi soir. Mais d'abord, on l'a rappelé avec Léa et son orchestre. Je la remercie vraiment d'avoir accepté de venir ce soir et de jouer un peu de klezmer qui va parler aux oreilles d'Evelyne et de Claude. Claude, il a oublié, mais je le connais depuis très longtemps. Non, t'as pas oublié 96. Et Evelyne m'a rappelé elle m'avait fait venir pour un colloque sur les droits des femmes. Rappelle-moi. Du Conseil international des femmes juives. Ah, le Conseil international des femmes juives. Donc mon engagement date d'il y a longtemps, quoi, finalement. Je devais être très jeune. Enfin, pas ça. Voilà, alors vraiment, je voulais beaucoup à les faire venir. Et vraiment, quelque chose de particulièrement intéressant, c'est ce dialogue entre la mère et le fils. Alors, j'ai pas eu le temps de lire le livre, c'est là que j'ai pas voulu, c'est que je l'ai pas eu à temps. Mais le peu que j'ai lu, il me fait dire que peut-être, à travers l'histoire d'Evelyne, c'est peut-être à travers une histoire mère-fils. Et c'est quelque chose qui m'a extrêmement intéressée. J'ai hâte de rentrer chez moi ce soir pour lire la suite et je pense que demain matin j'aurai fini le livre. En tout cas, je voudrais vous remercier d'être venus ce soir. Et le Centre Fleck est très heureuse de vous accueillir. Très heureux de vous accueillir. Et je voudrais quand même qu'on dédie encore une fois cette soirée, comme on l'a fait depuis déjà de nombreuses semaines malheureusement, aux otages qui sont encore à Gaza. Ils sont là sur les murs, on en a enlevé quelques-uns. On espère que d'ici quelques temps, il n'y en aura plus un seul et qu'ils seront tous rentrés vivants. On a à votre disposition des petits badges de l'association Ramenez-les à la maison. Si vous voulez en prendre, tous les bénéfices iront à cette association qui s'occupe jour après jour des otages. Et maintenant, je vais laisser la parole à Karine qui va nous présenter Claude. Bonne soirée. Alors, eh bien, nous sommes ici bien évidemment pour une rencontre littéraire. L'objet du délit, il est là. Se souvenir ensemble de Evelyne et Claude Askolovitch aux éditions Grasset. Alors, après notre rencontre, bien évidemment, vous allez pouvoir l'acheter, vous allez pouvoir vous le faire dédicacer par les deux personnes ici présentes. La soirée va se dérouler en 2 temps, si vous le voulez bien. Première partie, je vais vous présenter, on va faire un jeu de questions-réponses, mais nous, ce qu'on aime au Centre Fleck aussi, c'est que le public puisse s'exprimer. Parce que quand ils sont là, ils sont très vifs et ils ont des tonnes de questions à vous poser et c'est très intéressant pour nous. Alors permettez-moi, avant de commencer avec la première question, Claude et Evelyne, de vous présenter. Vous me dites si je me trompe. Alors, Se souvenir ensemble est un récit qui est écrit à 4 mains par Claude et Evelyne Askolovitch. Claude, vous êtes journaliste, on connaît vos revues de presse, que vous présentez chaque matin, si je ne m'abuse, à 8h48, très précis sur France Inter. 6h15. C'est pas 6h15, c'est pas 8h48. 6h15 aussi. C'est rediffusé à 8h48. C'est pas la même. Ping-pong. Il y en a deux. Et les chroniques que vous réalisez aussi pour l'émission 28 minutes sur Arte. Precisely. Absolument. Et voilà. Evelyne, vous êtes née à Amsterdam, en Hollande, dans une famille juive. Vous êtes toujours, et je le dis, une militante. Vous avez su vous affranchir, vous émanciper de pas mal de figures, je dirais. Vous êtes l'épouse de Roger Ascot, qui était rédacteur en chef de l'Arche Magazine. Vous avez notamment milité, ça vous me l'avez dit en interview, parce que j'ai déjà eu le plaisir de vous avoir en interview. Vous avez milité à la coopération féminine. Et d'ailleurs, vous êtes à l'origine du fameux numéro d'écoute Noah, osez le dire, concernant les violences faites aux femmes dans la communauté. Et j'imagine qu'à votre époque, c'était un peu compliqué de parler de ça.
On en parlera tout à l'heure. À l'âge de 4 ans, vous avez été déporté avec vos parents, vos grands-parents, d'abord dans différents camps en Hollande, puis à Bergen-Belsen en Allemagne. Votre histoire, vous la racontez en invoquant une mémoire et votre mémoire fragmentée dans les écoles, mais aussi les prisons. Mais pendant longtemps, vous n'avez rien dit. Ce livre, ce n'est pas sur la Shoah, même si la Shoah, évidemment, est centrale. C'est une quête intime, une conversation de famille où on s'aime, où on s'engueule beaucoup aussi, mais on s'engueule beaucoup aussi parce qu'on s'aime. Je crois que le principal est là. Claude, vous dites « La déportation est sienne, les mots sont les miens ». Avant tout, et pour planter le décor de ce livre, de ce que vous êtes chacun, comment vous définissez-vous? Alors on commence, honneur aux dames, on va commencer par Evelyne. Evelyne, comment vous définissez? Ah, c'est lui. Alors, vous avez vu, ça commence. Claude, définissez votre mère. La question était, et vraiment si vous m'entendez pas, vous me le dites. On va l'éteindre. Ah, on va l'éteindre, Voilà. Donc la question était, oui on s'entend là non? Oui. On s'entend. Ça marche pas caméra. Donc définir Evelyne par rapport à ce livre, c'est ça? Ouais. Il y a deux définitions qui sont pas... Evelyne est quelqu'un qui passe son temps à vous importuner en expliquant qu'elle ne veut pas vous déranger. Evelyne est quelqu'un qui est posé là au milieu de la pièce quand elle est chez vous, qui ne retire pas son manteau, et donc là, t'as tes gosses, t'as des goûters, t'as des machins. Non, non, je ne veux pas te déranger, donc elle reste là, au milieu de la pièce, comme une statue du commandeur, parce qu'elle ne veut pas déranger. Métaphoriquement, pendant des années, on a toujours su, ma sœur, moi, les gens qui partageaient notre existence, etc., que Evelyne avait été déportée à l'âge de 4 ans et ce qui s'ensuit. Pour autant, elle n'en parlait pas. Parce que je ne veux pas vous déranger. Je ne veux pas que vous vous souveniez de moi comme quelqu'un qui a été déporté, qui a souffert. Moyennant quoi, il y avait une irradiation de non-dits, de choses qu'elle gardait pour elle, de choses qui étaient d'une violence extrême à l'intérieur, mais qui ne sortaient pas, dont étaient irradiées, mais elle n'en parlait pas parce qu'elle ne voulait pas déranger. À côté de ça, c'est quelqu'un, et je pense qu'on pourra avancer, qui a passé son temps à se battre et à s'émanciper. Il y a différents types de féministes qui sont plus ou moins flamboyants. Je suis très frappé, et j'en avais pas du tout conscience avant de commencer à parler avec cette femme, parce qu'on a beau s'aimer et être le fils de quelqu'un, on peut ne pas lui parler pendant 60 ans, et un jour on s'y met, et ça fait un bouquin à peu près. Elle a réussi à surmonter la présence absolue, salvatrice et éradicatrice en même temps de sa maman, qui s'appelait Annie, qui est morte à 104 ans, ce qu'on peut souhaiter à beaucoup de gens, mais pas forcément aux enfants, parce que voilà. Et Annie, ma grand-mère, morte à 104 ans, était quelqu'un qui avait sauvé la vie de sa famille dans les camps, qui avait passé le reste de son existence à leur rappeler à quel point elle les avait sauvés. Evelyne s'est émancipée de la figure absolument belle et tragique et douloureuse de son père, qui lui n'avait pas sauvé la vie de sa famille dans les camps, mais qui, pendant la guerre, avait vu tout son univers détruit et n'avait pas imposé, n'était pour rien le pauvre, mais avait accompagné la vie de sa petite fille survivante d'une douleur dont il ne parlait pas. Elle s'est échappée de ça. Elle s'est échappée de mon père, qui était une figure d'homme français, né en 1928, de gauche, écrivain, douloureux, avec tout ce que ça implique, dont elle tapait sur du papier carbone, sur une vieille machine à écrire, les bouquins, sans vouloir les lire, tellement il l'emmerdait. Et un jour, elle s'est levée, et le gars, mon père, que j'aime passionnément, mais qui est mort en 2011, retrouvait sa bonne femme, tiens, en train de militer pour les Juifs durs, tiens, elle est à Moscou en train de distribuer des samizdat, tiens, là, elle est en train de faire la révolution en face de rabbins Barbapou, qui ne veulent pas aider les femmes à divorcer, et elle s'est émancipée de ça. Elle s'est émancipée de ses gosses aussi, donc ma pomme et ma sœur, en menant sa vie toute seule. Un jour, on a eu des histoires dans la famille, un jour, ma sœur, veuve, moi veuve, vie refaite, nous voyons notre mère, tiens, papillonnant comme une gamine de 14 ans, de nouveau amoureuse avec un compagnon qui est d'une autre aristocratie de la Shoah. Ma mère a été déportée, lui, son compagnon, qui s'appelle Alain Hirschler, est le fils d'un homme qui était un grand rabbin de Strasbourg et d'une femme qui écrivait des contes pour enfants, qui tous deux sont morts dans les déportations. Et dans toutes les émancipations successives d'Evelyne, la dernière, c'est de s'émanciper du silence qui était devenu le sien, qu'elle s'était imposé, ou qui était venue naturellement, petite fille dans les camps, parce que si elle n'avait pas éteint sa lumière, et là j'espère qu'elle va vous le raconter, elle en serait morte. Et donc elle a survécu parce qu'elle avait éteint la lumière,
et ne se souvenait plus de rien. Et après-guerre, avait fait profession de vivre, d'être une écolière normale, une adolescente normale et flirteuse, une jeune fille normale, une femme normale, une mère de famille, légèrement plus angoissée que les autres. Ça, c'est la métaphore de la bonne femme qui est plantée dans ton salon en disant qu'elle ne te dérange pas, mais elle pleure. Mais un jour, non pas au bout de son existence, parce qu'on est très vieux dans cette famille, je touche du bois, métaphoriquement. C'est pas du bois, c'est plastique. C'est pareil, c'est bon, c'est un ersatz. Un jour, après que ma femme soit morte, après que le mari de ma soeur soit mort, après que le mari d'Evelyne soit mort, après plein de morts, et la mort de ma grand-mère pour terminer, Evelyne, ayant vu tout ce qu'elle avait pu construire s'effondrer, après on reconstruit évidemment, n'a pas pu éviter l'ultime rencontre, c'est-à-dire regarder la petite fille qu'elle était quand elle était dans les camps. Et alors qu'elle se souvient, ce qui est normal, ayant été déportée à 4 ans, de très peu de choses, des flashs, elle va vous en parler, elle s'est mise à témoigner, mais avec une obstination émouvante et pour moi extrêmement perturbante. J'étais assez hostile, je trouvais qu'elle se faisait du mal, puis je ne la reconnaissais pas. Racontant aux enfants des écoles, non pas sa vie, parce qu'il en restait très peu de choses, mais la déportation générale et simplement se montrant à eux, dans la force qui était la sienne. Et de toutes les conquêtes qu'elle a faites, cette personne qui se trouve être ma mère, celle de reconquérir ou d'essayer de reconquérir son passé, ce qui est quelque part impossible parce que la mémoire ne revient pas, est celle qui l'occupe actuellement et qui m'a imposé à moi qui ne souhaitais absolument pas le faire, ce livre à 2 voix. Maintenant, si tu ne parles pas, je te quitte. Alors justement, Evelyne, je vais vous donner le micro, définissez Claude. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fin de compte, je vais laisser commencer parce que comme ça, la prochaine fois, j'ai même plus besoin de venir. Il raconte tout. Claude est quelqu'un, dès que je le vois, on se dispute, puis on se remet. Claude est devenu quelqu'un qui a su, à la fin, après beaucoup de disputes et de silence et de cris, a quand même à savoir ce qui m'était arrivé. Et surtout, il a réussi à ce que maintenant on sache ce que je n'ai jamais voulu, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, de devenir cette pauvre femme qui a été dans les camps. Et je ne voulais jamais ça. J'ai eu une récompense parce que j'ai milité à partir de 1979. Un jour, j'ai décidé que ça suffisait comme ça. Être mère de famille, taper les romans du mari, ne jamais venir dans les mondanités parce qu'il fallait que je garde les enfants. Et un jour, j'ai décidé que ça suffisait. Et j'ai décidé donc de devenir une battante, quelqu'un qui je suis allée 5 fois en Union soviétique. Et Claude, là-dedans, il n'existait pas parce qu'il s'en fichait complètement. Il voyait qu'il y avait dans la salle à manger 4-5 jeunes de son âge qui venaient parce qu'on préparait des manifestations. Et au fur et à mesure que j'ai fait plein de choses, ça l'a jamais vraiment, il s'en fichait complètement. Et soudain, il a découvert que j'étais quand même autre chose que cette mère de famille qui vient, en effet, parce que je ne veux pas déranger. C'est vrai pour de bon. Il le dit souvent, ça. Il le dit, et c'est vrai. Tu voulais raconter Jackie Fredge? Je voulais raconter Jackie Fredge. Je la connais. Exactement. Il la connaît parce que là, depuis le temps que nous on fait les... Non, parce qu'il pense qu'il peut me clouer le bec, c'est fini là, c'est terminé. Elle dit que je ne la connais pas, mais je sais de quoi elle voulait parler. Oui, vire ce micro. Et quand il m'interrompt comme ça, je lui dis après, quand la réunion est finie, je dis, mais tu m'interromps tout le temps. Et il me répond, non, je ne t'interromps pas, mais je sais ce que tu veux dire et je te mets sur la piste. Donc là, en fin de compte, je suis très tranquille. Je n'ai pas besoin de dire qui il est. Il pense pour moi. Il pense que il a quand même compris que je sais quand même penser aussi, ce qui est comme une grande victoire quand on est une mère de quelqu'un d'aussi connu
et aussi charismatique, et que moi là-dedans, je ne suis que... Dans le temps, j'étais l'épouse de mon mari. Vous avez un rapport avec Roger Ascou? Oui, 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 c'est mon mari. Ah, vous en avez de la chance. Maintenant, vous avez un lien avec Claude Askolovitch. Il n'y a pas toujours des choses très sympathiques, on me dit. Celui qui veut vendre l'État d'Israël aux Arabes. Et à ce moment-là, j'ai ma réponse tout près. Je dis, non seulement je suis sa mère, mais en plus, je suis toujours d'accord avec lui. Et comme ça, l'affaire est close, on n'a pas besoin de se discuter. Donc Claude est celui-là. Bon, alors moi je vais y arriver. Jackie Fredge est quelqu'un qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Jackie aujourd'hui? Il est le directeur du mémorial de la Shoah. Ok, Jackie Fredge est un jeune homme, même s'il a mon âge. Très difficile à joindre. Qui connaît beaucoup mieux ma maman que moi, parce qu'effectivement il faisait partie des jeunes gens, il devait être aux éclaireurs israélites, qui dans les fins des années 70, années 80, puis était étudiant, organisaient les manifestations pour les juifs de l'Union soviétique, donc avec ma mère, et qui, la vie avançant, est devenu le patron du mémorial. Et un jour, c'était pendant le Covid, il a réalisé une interview en Zoom avec Evelyne. Devant vous, je l'appelle Evelyne, mais en vrai, je l'appelle maman. Et parce qu'elle avait commencé à témoigner, on n'a pas encore fait le bouquin, mais elle témoigne depuis 2015-2016. Et il lui a dit, ça lui a fait extrêmement plaisir, mais c'est dingue quand je te trouvais que quand on préparait les manifestations pour les Juifs durs, c'est qu'on militait, je n'avais pas la moindre idée du fait que tu avais été dans les camps. Tu n'en parlais jamais, pour moi tu étais dans la vie. Et c'est bien ça ce qu'il t'a dit. Tout à fait. Ah voilà, tu me demandes. C'est ça ce qu'elle voulait vous dire. Ok, maintenant les limites à ça. Et pour... Je crois qu'elle voudrait te poser Oui. une question. Une anecdote. Allez, une anecdote. Une histoire pour vous montrer d'où vient Evelyne, qui est beaucoup plus forte que tout ce qu'on lui a imposé. Mon père, Roger Ascou, a écrit un certain nombre de livres, dont un qui s'appelle Les Juifs meurent aussi, sorti en 1974, dans lequel il y a une scène d'un mariage qui se passe aux Pays-Bas, dans le milieu des Juifs allemands, passés par les camps, le milieu dans lequel ma mère a grandi. Et dedans, il y a une scène, voilà, c'est la famille de mes grands-parents, ce sont leurs amis, il y a tout ce qui les caractérise. Et j'en parle un jour à Evelyne, pendant qu'on était en train de faire ce livre, je lui dis, mais c'est marrant, tu m'as toujours dit que tu n'avais pas raconté à papa, alors que dans son livre, il y a exactement tout, ton rapport avec ton père, ta mère. Elle m'engueule, elle me dit, j'ai jamais lu les livres de papa, mais si tu les as tapés, bref, c'est autre chose. Mais elle finit par me dire, et c'est ça qui était intéressant dans nos rapports, on commençait par ne pas se parler, et à un moment donné, il y avait une trace de quelque chose. Elle m'explique que ma grand-mère, donc Annie, avait fait venir ses copines à elle, donc de la génération des femmes qui étaient adultes dans les camps, et qui avait raconté au beau Roger, le beau gendre français, parce que ma grand-mère kiffait mon père, tout ce qui leur était arrivé. Et je dis à Evelyne, et toi, tu étais où pendant ce temps-là? Ah, moi j'étais de l'autre côté, dans l'autre pièce, à m'occuper de vous, vous étant ma sœur et moi. C'est-à-dire que même sa propre histoire que racontait ma grand-mère à son mari, elle n'y assistait pas. Et je voudrais bien que tu leur expliques à quel point tu étais absente à ta propre histoire, mais tu peux poser la question toi-même, Karine. Oui, alors, on va déjà... Merci. Non, je t'en prie. Alors, on va quand même expliquer les choses. On ne va pas spoiler le livre, si vous le voulez bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout dévoiler pour donner le plaisir aux gens de l'acheter. Mais néanmoins, on va donner des pistes aux gens ce soir pour essayer de comprendre ce livre, de comprendre pourquoi ce livre, de comprendre votre relation à vous deux. Ce livre au démarrage, Claude, si je ne m'abuse, c'est une lettre que vous écrivez, un témoignage finalement, au tout début, avant qu'il devienne un livre. C'est quoi le commencement de ce livre? C'est un texte. Un texte que Evelyne écrit. Oui, mais c'est pas une lettre, c'est un texte, Un texte. de 100 000 signes. Oui. Vas-y. À 100 000 signes, c'est précis. Non, c'est un vrai Allez, truc. on va laisser parler. Non, c'est un gros texte. Allez, Evelyne. C'est-à-dire, à force, je témoignais. Je vais dans des CM2, je vais dans des 3e, des 5e, des 3e et des terminales, et je témoigne trop, parfois 2 fois par semaine. C'est très fatigant, mais je le fais et on m'écoute. Et à partir d'un certain moment, des élèves m'ont dit « mais vous n'avez pas écrit quelque chose ?» Et je leur réponds « non, je n'ai pas écrit, je sais parler, je suis bavarde. » Je sais parler, on m'écoute, écrire c'est autre chose. Et puis je me suis dit, peut-être je devrais quand même écrire quelque chose.
et j'ai commencé à écrire. Mais je n'écris pas bien. J'écris comme je parle, je saute du coq à l'âne, je pense qu'on me suit, mais j'ai écrit, et écrire était beaucoup plus compliqué que parler. Parce que quand on parle, une psy m'a dit, quand on parle, les mots s'envolent. Tandis que quand on écrit, eh bien ça reste sur le papier. Donc j'ai mis un temps fou, et j'ai arrêté, je recommençais. Et un jour, j'ai demandé à Claude, écoute, j'ai écrit 100 000 lignes, je ne sais pas, c'était un certain nombre de pages. J'ai pas besoin d'un grand éditeur, est-ce que tu as quelqu'un, un petit éditeur, je vais le spiraler pour le donner. Et il me dit, ah peut-être on peut l'écrire ensemble. C'est faux. Non, jamais. Un, j'avais pas envie. Deux, je le voyais venir. Trois, t'avais pas envie. Non, c'est pas ça. C'est pas exactement comme ça. Evelyne écrit son texte. Moi, je crois à ta mère. Evelyne, non, parce que crois-moi, elle me magnifie. Mais non. Evelyne écrit ce texte. Très douloureux pour elle de le faire sortir. Et surtout, elle écrit toute seule, encouragée par son compagnon Alain. Ils témoignent beaucoup ensemble, ils se soutiennent énormément. Mais le texte ne va pas. Il est très bien écrit, contrairement à ce qu'elle dit. Il y a beaucoup de choses dedans. Il commence par la mort de ma grand-mère. Le témoignage sur sa Shoah commence par la mort de ma grand-mère, parce que c'est ce qui la libère. Et de ce souvenir, de ce surplomb. C'est compliqué, c'est quand même une personne. Evelyne a 85 ans, elle avait commencé à écrire à 82, 83, de ne pas avoir résolu toutes ces choses-là, mais c'est ainsi. Et je regarde le texte, elle me le donne effectivement, avec ma compagne qui s'appelle Nolwenn Leblevenec, qui est journaliste mais romancière également. Le texte a plein de belles choses, mais ne va pas, parce qu'il s'arrête à plein de facilités, à plein de trucs. Elle n'explore pas le rapport avec sa maman, toutes les choses qui sont dedans. Bon, très bien. Et il y a beaucoup d'évitements, ce qui est normal. D'évitement des choses qui font mal. Notamment sur l'antisémitisme qu'elle avait ressenti en France quand elle était jeune femme, plein de choses qu'elle évite. Et bon, je montre le bouquin, le texte à un copain éditeur qui s'appelle Christophe Bataille, qui est mon éditeur chez Grasset. Je venais de publier un livre sur la mort de mon épouse et les années qui avaient suivi. Je ne l'aurais jamais fait sans Christophe, qui est un de ces éditeurs qui vous amène à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire, besoin mais pas envie. Et Christophe, évidemment, m'a dit, mais non, ce que vous devez faire, ça n'a jamais été fait, c'est un livre ensemble, la mère et le fils, autour de vos souvenirs de la déportation. Et j'en ai pas envie. Evelyne n'a pas envie, parce que depuis des années, pour nous protéger, c'est sa version, et aussi pour se protéger elle-même, elle ne nous a jamais laissé entrer dans ce qu'était la déportation pour elle. Et pas seulement, et quand je dis la déportation, c'est pas simplement les 2-3 ans qu'elle a passé en déportation. C'est tout ce qu'il a habité après pendant des années. Ça ne me regardait pas, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas qu'on vienne la voir témoigner. Voilà. Même si elle était allée une fois à l'école de négoce. Mais, et moi, je ne veux pas. J'ai envie de me confronter à ça. Je sors d'en prendre, des choses douloureuses. Ça va. Et évidemment, on se retrouve emporté. Donc, on signe un contrat. Donc, on essaye. Mais on essaye pour ne pas essayer. Je pose des questions, elle répond à côté ou elle ne répond pas. Tu as raconté ta déportation à papa. Ça n'avait aucune importance. Je joue au journaliste, genre je vais interviewer ma mère, on devient dingue, on s'engueule, je l'engueule. Elle me déteste, je la déteste, je procrastine, elle se plaint de moi à toute la famille que je n'écris pas son livre, elle me demande avec un ton extrêmement douloureux, voilà. Et j'en suis totalement incapable parce qu'il n'y a pas de bouquin à faire. Il y a son texte dont elle ne veut pas sortir, et il y a mes questions que je n'ai pas envie de poser et que je pose mal, parce que c'est pas une interview, c'est pas ça l'histoire. Et un an et demi comme ça, à mentir. L'éditeur, machin, l'éditeur, il me connaît, c'est pas grave. Et un jour, je pige ce qu'on peut en faire, parce que au sortir de vacances d'été, l'année dernière, 2022, on s'est beaucoup engueulé sur des choses sans importance. En réalité, c'était le bouquin qui était entre nous, comme un cadavre dans le placard. Je la ramène au bateau de l'île-Dieu, soulagé qu'elle s'en aille. Je lui dis, mais pourquoi tu traînes ce sac? Elle me dit que son sac est lourd. Je lui dis, mais tu devrais prendre un sac à dos. Et elle me répond, ah non, j'ai jamais de sac à dos, parce que Oma, ma grand-mère, considérait que les sacs à dos, c'était la Shoah, c'était la déportation. Vous êtes en train de tout raconter. Non, c'est juste la première scène. Et c'est à ce moment-là que je comprends
Ah, je te demande pardon. Et c'est à ce moment, alors j'arrête. C'est à ce moment-là que je comprends que le livre ne peut pas être un livre sur la déportation, que ça ne peut pas être le récit d'Evelyne, ça ne peut être qu'un récit à deux voix, où nous sommes tous les deux, et au-delà de nous deux, mon père qui n'est plus vivant, ma grand-mère qui n'est plus là, mon épouse qui n'est plus là, son fait du monde qui n'est plus là, les gens qui sont vivants aussi, ma compagne, mes enfants, les enfants de ma sœur. L'idée de voir comment se fabrique la mémoire, y compris dans les trous, y compris dans les choses qu'on a oubliées, y compris dans les choses dont on se souvient mal ou faussement. Dans une famille, quand il est arrivé un événement absolument traumatique, il se trouve que là c'est la Shoah, mais il y a d'autres événements traumatiques qui peuvent arriver à une famille. Et à partir du moment où je comprends que ma voix compte autant que la sienne dans cette histoire, et que je dois écrire ce que j'en ai ressenti quand j'étais môme, etc., et que je dois porter la voix aussi de tous les gens qui ne sont pas là, j'accepte la liberté d'Evelyne, que je n'acceptais pas, parce que j'étais son censeur. Tu vas te fatiguer, ne va pas témoigner, un vrai emmerdeur. Et elle accepte que ça me regarde aussi. Et à partir de ce moment-là, on se parle mieux. Et se parlant mieux, on écrit mieux. Voilà. Et donc tu vois, j'ai pas trop divulgaché. Non, ça va. Non, juste avant de venir sur vous, Evelyne, je rebondis aussi sur ce que tu dis, parce que je t'écoute quand même de temps en temps. Claude, on va se tutoyer, hein, tous, voilà, parce qu'on s'est tutoyé dehors. Pourtant, dans le livre, et tu le dis, que tu ne supportes pas la dialectique des derniers témoins, que tu n'aimes pas que ta mère témoigne. C'est quelque chose que tu n'aimes pas. Tu dis, et d'ailleurs tu le dis dans le livre, ma mère n'appartient pas à l'histoire. Ce sont deux choses différentes. Je détestais que ma mère témoigne, maintenant je la trouve admirable. Mais depuis que j'ai changé de perspective, j'ai vu Evelyne devant des prisonniers dans une maison d'arrêt près de Saint-Étienne, simplement par sa seule présence, leur donner de la force. Parce que si elle était sortie des camps, elle était là pour témoigner, bah eux ils sortiraient de tôle et ils vivraient. C'est pas tellement ce qu'elle raconte à l'intérieur, c'est le fait qu'elle soit là et qu'elle le fasse. On n'a pas la même vision. Elle vous dira à elle ce qu'elle met dans ses témoignages. Justement, Evelyne, on va... Tu veux pas que je te dise Vas-y, vas-y. Mais donc, il y a ce qu'elle fait, elle. Je crois en ma mère. Et je l'ai non seulement accepté, mais j'admire ce qu'elle fait. Pas dire qu'on s'engueule pas. En revanche, toute l'injonction à témoigner qui est faite à des vieilles personnes et qu'il arrivait des choses horribles, au prétexte que si elles arrêtaient de témoigner, on ne se souviendrait plus de rien, me terrifie. Et donc, ce à quoi tu fais allusion, oui, c'est à ma réponse à une copine qui, pas productrice, casteuse d'une émission de télé, qui m'appelle un jour en me disant « On voudrait faire venir ta mère à la télé, elle kiffe ». Je dis « Oui, d'accord, pourquoi ? Parce qu'on fait l'émission sur comment on va faire pour parler de la Shoah quand tous les témoins sont morts. » Je dis « Donc, tu veux que j'invite ma mère pour lui parler de sa mort ? Va te faire foutre, en gros. » Et je considère que les gens témoignent parce qu'ils ont le droit de témoigner. Je considère qu'ils auraient tout autant le droit de ne pas témoigner. Que je n'ai rien, moi, étant né bien après, un juif, un déporté imaginaire comme Fickelkraut était un juif imaginaire, je n'ai rien à leur demander. Les historiens ont fait leur boulot, je n'ai rien à exiger d'eux. Voilà, donc je n'aime pas le discours, je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. Je crois qu'il y a un devoir d'histoire, une obligation d'histoire, et qu'il y a un besoin de mémoire dans les familles et chez les gens, mais pas un devoir. La mémoire est trompeuse, par définition, parce qu'elle est faite de trous, parce qu'elle est faite de choses qu'on rapièce. C'est merveilleux la mémoire. On a essayé de faire mémoire. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est surtout pas un livre d'histoire. On a un besoin d'histoire, mais énorme. Un devoir d'histoire énorme. Pas un devoir de mémoire. Je déteste l'ère du temps. Ça, c'est mon côté. Je tiens ça de mon père. Vas-y, on en raconte parce que je parle trop. Evelyne, justement, on va y venir. Comment on fait, puisque je l'ai dit en vous présentant, Claude l'a largement dit, que vous avez une mémoire fragmentée, puisque vous le dites dans le livre, elle s'est figée à 4 ans à Bergen-Belsen, vous avez témoigné. Vous témoignez dans les écoles, mais aussi dans les prisons. Je trouvais ce côté très intéressant, d'ailleurs, d'enfermement, la façon dont vous le décrivez. Comment vous témoignez, justement, puisque, finalement, avec une mémoire fragmentée? D'abord, j'ai aucun devoir. Je suis d'accord avec Claude, de toute façon. Par contre, je suis allée à Saint-Étienne, où il y a le mémorial, je ne sais plus de quoi, mais je suis venue pour témoigner. Et en arrivant, il y a un historien qui est venu et qui a d'abord raconté, il a dit, je suis historien, je connais tout sur l'Holocauste, vous avez été à Bergen-Belsen, et à Bergen-Belsen, c'était un camp
qui était pas comme les autres camps. Il était fait pour des gens qui avaient des passeports et ils n'avaient pas la même façon d'être emprisonnés. Et là, quand il a dit ça, moi, parce que je suis un peu soupe au lait, et le monsieur qui avait organisé ça, il me fait « Calme-toi, tu ne peux pas l'interrompre, c'est un grand historien. » Donc je ne l'ai pas interrompu. Mais quand il a fini, j'ai dit « Je voudrais quand même faire une petite remarque. » Bergen-Belsen était peut-être, il y avait peut-être des gens qui avaient des passeports de pays neutres, ce que nous avions, mais le régime de manger était le même, les lits de 3 étages étaient le même. La seule chose est que nous sommes sortis 3 mois avant la fin parce qu'il y a eu un échange entre des prisonniers de guerre allemands et des juifs qui avaient ce passeport. Je témoigne donc également parce que les historiens, c'est très bien, mais ils n'ont pas la science infuse et puis ils font des raccourcis. Populiste. Donc moi, comment ? Populiste. Je suis populiste. Totalement. Oh. Je déteste les historiens. C'est pour ça que je t'aime. En tout cas, moi Elle est Ségolène royaliste. Ah non, hein. Bref, je témoigne pour raconter ce que moi j'ai vécu, ce dont je me souviens. Et je témoigne pour qu'on sache, et on ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'on a lu quelque part, et ensuite ça reste que Bergen-Belsen était un camp d'exception, où les juifs qui avaient des passeports étaient vraiment, c'était royal, c'était comme une colonie de vacances. Non. Non, mais il n'a pas dit ça. Et donc, si, tu n'étais pas là. Et donc, je témoigne pour raconter ce que moi je sais, et je témoigne surtout, et c'est ça, c'est presque une mission, pour raconter ce qui s'est passé aux Pays-Bas, ce que personne ne sait, que 75, quand je suis lancée sur les Pays-Bas, je ne peux plus m'arrêter, que 75% des Juifs des Pays-Bas ne sont pas revenus, que la collaboration des Hollandais était immense, qu'il y avait un camp de concentration où moi j'étais aux Pays-Bas même, et surtout parce qu'aux Pays-Bas on ne parle pas de la Shoah, ça n'est pas dans le programme scolaire, personne lit, ça n'est pas dans le programme scolaire, ça n'est pas appris, 70% des élèves des lycées ne savent pas. On apprend la Deuxième Guerre mondiale, on apprend les résistants, on apprend les camps japonais, mais on n'apprend absolument pas les camps aux Pays-Bas même. Les camps japonais qui avaient été installés dans les colonies néerlandaises où les Hollandais étaient prisonniers. Pardon. Il y a un monument, le monument des noms, où 102 000 noms sont dans un très grand monument, mais ce qu'on ne sait pas, d'abord personne n'y va, les écoles n'y vont pas puisque ça n'est pas dans le programme scolaire, et ce monument est érigé dans l'ancien quartier juif où il ne reste rien du tout, parce qu'on a aplati le quartier juif d'Amsterdam, on a mis une plaque de béton dessus et on a mis l'opéra d'Amsterdam dessus. Amsterdam, les Pays-Bas sont amnésiques. Et donc ça, je le raconte pour qu'on le sache. Et quand je vais dans des écoles et qu'ils me disent on va aller voir la maison d'Anne Frank, je leur dis oui, c'est très sympathique Anne Frank, c'est très terrible, mais Anne Frank c'est une personne de 102 000. Et on ne sait pas quand on dit elle serait devenue un grand écrivain. Oui, peut-être, mais il y avait 102 000 juifs qui ont été assassinés dans les camps, et il n'y a que 34 000 qui sont revenus, et peut-être dans les 102 000, il y avait aussi des grandes personnes qui auraient fait une carrière. Et le monument a été érigé sur l'ancien quartier juif, mais pendant 12 ans, le voisinage a fait des procès, parce que c'était trop triste. Alors ils voulaient bien à la rigueur qu'on mette le monument sous terre, mais pas que ça se voit. Alors il y a eu des procès. Bon, je vais pas vous faire un cours sur les Pays-Bas, mais je vais dans des écoles
et je parle uniquement des Pays-Bas pour qu'on le sache. Et quand on me dit Anne Frank, je dis qu'Anne Frank est un arbre qui cache une immense forêt. Et c'est pour ça que je manifeste. Que je témoigne. C'est là où le processus de mémoire et de réappropriation est intéressant. Quand j'étais petit, et pendant des années, on allait l'été, les vacances chez mes grands-parents aux Pays-Bas. Je n'avais pas la moindre idée que la communauté juive hollandaise avait été décimée. Je savais que mes grands-parents avaient été dans les camps, on était sortis avec ma mère, mais ça s'arrêtait là. Mais au-delà, je n'avais pas la moindre idée que Amsterdam, avant la Deuxième Guerre mondiale, était une ville juive, je mets les guillemets, dans les mêmes proportions que des villes d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, comme une ville polonaise ou une ville lituanienne. Les juifs néerlandais étaient vendeurs de harengs, footballeurs, c'était là, puis toujours, depuis l'époque de Rembrandt, qui montrait des juifs, mais au-delà. Et ça a disparu. C'est pas tellement la mort des juifs hollandais qui me fascine, mais leur vie, grouillante, foisonnante, compliquée, oubliée. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas que je ne le savais pas, c'est qu'Evelyne, née en 1938 aux Pays-Bas, déportée à l'âge de 4 ans, revenue en 1946 aux Pays-Bas, finalement naturelle hollandaise parce qu'ils sont 1000 ans, grandissant aux Pays-Bas, ne le savait pas. Et nous a élevés, ma petite sœur et moi, dans l'amour de la Hollande, qui était plus pro-israélienne. On était une famille très sioniste que la France de M. Pompidou pendant la guerre du Kippour, qui était sympathique, qui faisait du vélo, où on mangeait du hareng. Mais on adorait ça. J'ai plus vu, quand j'étais môme, le Rijksmuseum ou le Van Gogh Museum, le musée Van Gogh, que le Louvre. On avait une espèce d'acculturation par rapport... mon père était très français, et nous, hollandisais, sans nous parler hollandais. Et un jour, ça fait partie de mes étonnements quand elle se m'a témoigné, parce que témoignant, ben elle avance, elle avance. Au début, elle ne parle pas de ça. Ce dont Evelyne vous parle maintenant, on serait en 2016, 2017, 2018, Walou, pas du tout. C'est venu après, en travaillant sur elle-même, mais pas sur elle-même, sur l'environnement. Et elle en est venue, et pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement perturbant. Et en fait, tu nous as toujours dit que tu aimais ton pays. Ah non, ce sont des salauds, les pires salauds de la planète. Tu exagères, il y a quand même une grève générale à Amsterdam contre les persécutions faites aux Juifs. La ville d'Amsterdam est considérée comme juste parmi les nations, comme le Chambon-sur-Lignon. Non, mais ce n'était rien. Eichmann a dit que c'était un bonheur de travailler avec les Hollandais. Je ne conteste pas, ni elle ni moi ne sommes historiens. Je parle simplement là, dans une famille, de choc de mémoire. Et pour Evelyne, quand elle était petite fille, jeune fille, adulte, mère de famille, d'une ignorance totale de l'endroit d'où elle venait et du renversement qui s'opérait en elle, très brutal, très violent. Moi, quand j'étais petit, je me disais, tiens, c'est cool, elle était à Bergen-Belsen, elle a peut-être croisé Anne Frank. J'ai jamais osé demander de ça, elle était près d'une célébrité. J'avais cette perception-là bizarre, j'étais vraiment petit. Et je me suis rendu compte, en avançant un jour, que ma mère déteste Anne Frank, non pas la pauvre petite Anne Frank, mais ce qui est organisé autour d'Anne Frank aux Pays-Bas. Il y a un très bon film d'un auteur israélien, d'un dessin animé autour du souvenir d'Anne Frank, sorti il y a 2 ans, qui raconte comment pour les Hollandais, le culte d'Anne Frank permet de se comporter comme d'immondes salopards vis-à-vis des migrants aujourd'hui. Je résume. Folman, je crois. Harry Folman, si je ne dis pas de bêtises. Le film est génial, mais d'une dureté totale. Et j'aime beaucoup Folman qui disait, je vais faire ce film, et ma mère m'a promis de ne pas mourir avant que je l'ai fini. Et donc on avait ce même rapport quand on écrivait le bouquin. Et cette inversion-là, moi, me passionne maintenant. Comment tu rentres dans ton histoire et tu la renverses complètement. La Evelyne Askolovitch, que vous auriez rencontrée en 1972, 82, 92, 2002, 2012, n'aurait dit que du bien de la Hollande. Avec la même entièreté, sincérité et certainement en se trompant. C'est également que c'est sorti petit à petit. Le quartier juif, quand il a été aplati, la rue des Juifs, personne n'a bougé. On a, oui, les maisons étaient vieilles, mais pourquoi elles étaient vieilles? Parce que les anciens propriétaires ne sont pas revenus. Et petit à petit, ça c'était dans les années 60, et puis soudain, il y a une journaliste qui s'est inquiétée, qui a regardé dans les comptes de l'EDF, l'électricité des Pays-Bas. Et elle a découvert que les Pays-Bas, après-guerre, ont envoyé des lettres recommandées
aux gens qui étaient revenus pour leur dire qu'ils n'avaient pas payé leur note d'électricité pendant la guerre. Je crois que c'est le seul pays qui a osé faire ça. Oui, mais en France, pardon, en France, deux gosses qui s'appelaient les enfants Finali, qui avaient été cachés par des milieux catholiques pendant la guerre, ne pouvaient pas être restitués à leur famille, et un type aussi incontestable que Moria, qui écrivait des articles sur le thème « Les Juifs font un peu chier quand même ». Et c'était après la Shoah. Il y avait des gens en France qui revenaient de déportation, qui voulaient récupérer leurs appartements, qui étaient accueillis par ce qu'on appelait les associations de locataires de bonne foi, qui ne voulaient pas rendre... et c'était quand même mieux qu'en Pologne, où il y a eu des pogroms à Kielce notamment, quand les gens revenaient. Kielce, pardon, je prononce mal, je suis désolé. Je suis un faux ashkénaze de ce point de vue-là. Mais ça, c'est les discussions qu'on a, qui sont dans le bouquin. Elle me dit, les Hollandais sont horribles. Je lui dis, il n'y a pas que les Hollandais. Et puis après, on ne tranchera pas. Parce que c'est une douleur, pour le coup, intime. Et une revisitation intime qu'a ma maman. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vécu et qui soudain est sorti. Et mais tu étais à côté quand c'est arrivé. Oui, mais parce que c'était comme ça. J'étais dans une école juive, après-guerre, 41 élèves, une école juive, tous. On a été dans les camps, ou bien cachés, on n'en a jamais parlé, et puis c'était comme ça. Mais petit à petit, les historiens non-juifs ont regardé. Il y a également le fils du coach de l'Ajax d'Amsterdam, le club de foot, qui a regardé dans les comptes des chemins de fer. Et il a vu que les chemins de fer hollandais ont transporté les Juifs d'un camp hollandais à un autre camp hollandais et ont fait un fric, mais des millions de bénéfices pendant la guerre. Ils ont rendu, il a fait en sorte, j'ai reçu également de l'argent puisqu'on m'a transporté, mais tout l'appareil de l'État a collaboré. Et quand on a enfin quand même fait le monument des noms, avec les 102 000 noms, des briques, c'est pas comme au mémorial de la Shoah, c'est des briques avec le nom, le prénom, la date de naissance et la date de la mort, de l'assassinat. Il a été inauguré il y a 2 ans, pour les 75 ans après la fin de la guerre, et le roi des Pays-Bas s'est excusé pour sa famille, qui se sont comportés comme des malpropres vis-à-vis des Juifs pendant la guerre. La reine a fait des discours, elle était à Ottawa, et elle s'est adressée à son peuple. Et sur les 1000 discours, elle a 2 fois dit une phrase sur son peuple hollandais. Et quand on est revenu, personne n'était là pour nous accueillir. Ma mère, quand elle était enceinte de mon petit frère en 1949, n'a reçu que la moitié des bons de textile, parce qu'on n'était toujours pas hollandais, on était des personnes déplacées. Ils se sont comportés comme des malpropres, mais personne n'a relevé. Et maintenant, ça sort. Et en même temps, tu as été une lycéenne extrêmement heureuse d'être une lycéenne hollandaise. Oui. Alors Claude, j'aimerais qu'on revienne sur, si vous le voulez bien, sur la notion de transmission, s'il te plaît. Et tu le dis dans le livre, elle se cherche quand on croit qu'elle transmet, mais cette recherche est aussi une transmission. J'aimerais bien que tu nous parles. Moi, ça m'a marqué. Elle étant Evelyne. Oui, elle, c'est Evelyne. Evelyne a des convictions très fortes, des choses qu'elle réapprend, des souvenirs extrêmement violents mais parcellaires, de son père battu, de son père tombant dans la neige, des choses comme ça. Mais elle n'a pas de souvenirs continuels, ce qui est normal étant donné son âge. Je suis persuadé, mais c'est là où on n'est pas d'accord. Elle dit qu'elle témoigne pour transmettre, je suis persuadé qu'elle témoigne pour se retrouver, ou en tout cas pour se chercher, mais qu'il y a un mur en face. Et je trouve ça splendide, émouvant, et poignant, et inquiétant. Et voilà. Les transmissions, il y a plusieurs sortes de transmissions. Soit il s'agit de transmettre l'histoire de... Il était une fois une famille de juifs nés en Allemagne, l'un venant d'une famille orthodoxe de Francfort, l'autre d'une famille libérale de Speyer en Rhénanie, qui se rencontrent, qui s'aiment au moment où Hitler arrive au pouvoir, qui font une gamine en Hollande,
Et cette gamine sera déportée avec eux et va s'en sortir parce que mon grand-père avait un associé suisse qui pouvait encore les voir, y compris quand les Allemands étaient en Hollande, et qui leur fournit des faux papiers latino-américains qui après vont leur sauver la vie dans les camps. Et parce que ma grand-mère, qui était une petite bonne femme, ressemblait à Scarlett O'Hara, c'est-à-dire faisant semblant de s'évanouir, voulant toujours être au centre dans l'attention et cultivant son sourire et ta joliesse, et c'était en même temps ce genre de bonne femme qui vous sauve dans les flammes d'Atlanta. J'arrête là la comparaison, c'était quand même des sudistes esclavagistes les autres, et nous étaient des gentils. Mais voilà, et ma grand-mère est quelqu'un qui essaye de se tuer le jour où les Allemands rentrent aux Pays-Bas, au printemps 40. Mon grand-père la sauve, chacun sauve quelqu'un en Vendée, et après elle se va pour eux. Donc on peut raconter linéairement tout ça. Après on peut raconter la grande histoire, ce qu'étaient les Allemands aux Pays-Bas, ce qu'était le camp de Bergen-Belsen, quand effectivement les Allemands organisent pour avoir une monnaie d'échange, un peu comme d'autres nazis jouent aujourd'hui avec la vie de gens à Gaza. Mais après, ce qui m'intéresse moi dans la transmission, et dans ce qu'on peut transmettre, dans ce qu'on essaye de faire avec le bouquin, ou ce que j'ai reçu moi par ce livre, c'est la transmission de la douleur, c'est la transmission des failles, c'est la transmission des tentatives. Je trouve absolument merveilleux, c'est paradoxal, que ma mère ait commencé par oublier. Quand elle était petite fille, juste après la guerre, parfois des juifs, plutôt allemands, parce que c'était le milieu de mes grands-parents, revenaient en Europe pour essayer de trouver des traces de leur famille. Ils arrivaient à Amsterdam, chez les Sulzbach, mes grands-parents. Et là, on réveillait Evelyne, parce qu'une petite fille qui avait survécu au camp, c'était rare. Elle détestait qu'on la réveille. Elle avait qu'une envie d'être normale, d'aller en chantant à l'école, et elle détestait cela. Et je pense, plein de gens qui sont sortis du génocide rwandais, du génocide arménien, du génocide juif, plein, qui ont fermé la porte derrière eux, parce que sinon on ne vit pas. Ce que je trouve extraordinaire chez Evelyne, c'est qu'à un moment donné, elle a réouvert la porte. Je suis certainement dingue, mais beaucoup moins dingue qu'un garçon que je connais qui a à peu près mon âge, dont les parents, eux, étaient au ghetto de Vilno et qui n'ont entendu parler toute son existence. On ne peut pas construire sans une part d'oubli, sans une part, non pas de résilience, c'est un mot très beau, mais sans une part de... Maintenant, on redémarre, sinon on n'y est pas. C'est impossible. Sinon, aucun fils de réfugié républicain d'Espagne, aucun fils de réfugié du fascisme italien, aucun survivant arménien, il y a une grosse communauté arménienne à Marseille, n'y arriverait. Donc elle est passée par ça. Et moi ce qui m'intéresse, c'est qu'elle m'ait parlé, c'est que nous sommes parlé de ce qu'elle a ressenti en creux, en vibration ces années-là. Et que j'ai pu recomprendre des choses qui ne faisaient pas sens pour moi quand j'étais enfant. L'angoisse de ma mère quand il y a un feuilleton télévisé ridicule, mais qui a joué un rôle dans la perception de la conscience de la Shoah en France, qui s'appelait Holocauste dans les années 70, ma mère est tétanisée quand ce feuilleton arrive. Elle ne comprend pas, ma soeur et moi, pourquoi elle nous emmerde, pourquoi elle ne veut pas qu'on regarde. Et plein de choses comme ça qui ne faisaient pas sens. Et voilà, donc transmettre ce qui ne peut pas se transmettre, c'est-à-dire c'est des vibrations. Là j'étais pas là j'étais heureuse. Là, j'ai toujours pensé que mon père allait mourir. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Mais très souvent, je suis assez con quand il y a plein de choses. Ma sœur a beaucoup mieux compris ma mère sans lui parler que moi, ou en lui parlant plus. Moi, il a fait le bouquin, je passe par ça. Mais c'est ça qui joue. Ce qu'il en restera à mes enfants, parce que j'ai des enfants de tous âges. J'ai une fille de 32 ans, un garçon de 28. Non, 32. Ben non. 31. Ben non. Non mais... Je jure qu'elle a 31. Ok, là Elle est en train de lui dire, je te jure, elle a 31. La vérité, vous allez voir, franchement. Une personne née le 25 octobre 1991, à quel âge aujourd'hui? 32, merci. Elle a eu 30 ans l'année dernière. Elle est née en 91. Là, je t'assure, c'est ma fille. C'est ta petite fille, sa première. Je ne lui dirai pas. Je compte sur vous pour ne jamais dire à Camille qu'elle s'est trompée. Mais c'est pas grave. Moi, je le sais, ça me fait vieillir quand elle vieillit, ma fille. Et j'ai deux gamins de toi, c'est moi qui suis mauvais, là, de 11 et 8 ans. Et 8 ans, presque 9. Donc, je sais pas ce qu'ils en sortiront. Je sais pas s'ils liront le livre. J'espère qu'à un moment donné, ils le liront. Ils grandissent, je parle des deux petits, dans une famille déjà compliquée, recomposée. Ma compagne est beaucoup plus jeune que moi. Je l'ai rencontrée après la mort de ma femme. Il y a suffisamment de choses à régler. Mais toutes les familles ont des choses à régler. Voilà. Et donc,
Qu'est-ce que vous avez? Pardon, une chose Ah, quand ça même. finit en Une chose quand même. Ce que j'ai appris, tiens, Si, je vais y arriver. un truc que j'ai appris, Evelyne qui avait donc construit toute son existence sur la normalité, sur la force, sur le combat, de temps en temps, quand elle est dans notre maison de campagne dans la Beauce, un avion passait au-dessus d'elle, elle se jetait par terre parce qu'elle pensait qu'elle était à Bergen-Belsen au moment où les avions anglais ont bombardé le camp. Evelyne, visitant la prison dans laquelle avait été enfermé Menachem Begin à Atlit par les Britanniques, tout d'un coup se mettait à trembler qu'elle était à Bergen-Belsen parce qu'elle avait vu des lits superposés, les mêmes. Moi, visitant la Pologne au moment du référendum européen de 2005, allant à Auschwitz, n'y ressentant strictement rien, parce qu'il faisait vachement beau, il y avait des cuicuis, des oiseaux, parce que tu l'as trop vu. J'entre à un moment donné à Birkenau dans une baraque, je vois les lits superposés, et là je me mets à pleurer parce que j'imagine que ma mère y est. Alors que je n'ai jamais allé à Auschwitz. Et ces choses impalpables que je comprends mieux quand on se parle. Voilà. Et que peut-être, même si elle sait, elle admet mieux. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre, Evelyne? Moi, j'aimerais bien vous entendre. Il a raison. Ah, on y arrive, on y arrive. Comme il a dit lui. 21h03, on arrive. C'est la première fois que vous dites qu'il a raison. Il a raison. Sauf sur la. Si, elle a donné. Non, il a raison parce que j'avais reçu l'absolution de ma mère que je n'étais pas concernée. L'histoire est en 1988, j'ai 50 ans, je commence à avoir des cauchemars, des vagues cauchemars, juste un mal-être. Et j'écris les tout premiers souvenirs que j'ai sur un bout de papier. Et mon mari, rédacteur en chef de l'Arche, Roger Ascot, trouve le papier au matin, au petit déjeuner. Et il me dit, je le publie. Et je dis, mais non, enfin, ça n'a aucun intérêt. J'ai même pas été à Auschwitz. Aucun intérêt de publier ça, c'est mal écrit, ça n'a pas d'intérêt. Et il me dit, tu sais, pas tout le monde a eu 6 ans à Bergen-Belsen. Et il le publie. Et c'est pas que je suis une personne très connue, mais enfin j'étais une battante dans la communauté. J'avais été 5 fois en Union soviétique, j'ai organisé des colloques, des conférences, je suis à la coopération féminine, je suis une battante. Et personne ne dit un mot à mon grand soulagement. Personne ne relève. Il n'y a qu'une lettre de Elie Wiesel, qui était un ami de mon mari, qui me dit il faut que tu continues. Il y a une autre, il y a 3 personnes. Il y a Henri Boulavko, qui est un ancien d'Auschwitz, qui m'en voulait à mort que je ne parle pas, que j'ai été dans les camps, qui me dit maintenant tu continues. Je lui dis ben non, j'ai pas besoin de dire autre chose. Et Cyril Fleischmann, un écrivain, qui me dit il faut continuer, et je dis que non. Et ma propre mère me téléphone, elle reçoit l'Arche, et elle me dit c'est drôle que tu as écrit ça. Je ne croyais pas que tu étais concernée. Pas concernée, ces mots-là. Et pour moi, c'était l'autorisation. Je n'étais pas concernée. Ma mère, qui était avec moi dans les camps, me dit que je n'étais pas concernée. Je n'ai pas besoin de creuser, je n'ai pas besoin de me rappeler, je peux continuer ma petite vie tranquille. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a fait très 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 plaisir de ne pas me rappeler. Parce que se rappeler, j'avais demandé à un ami qui avait été à Buchenwald. Et j'ai dit, comment tu fais toi? Moi, je ne me rappelle pas, puis peut-être... Il a dit, tu sais, c'est très simple, moi j'ai fait une psychanalyse pendant 12 ans, je vais très bien. Et j'ai dit, tu sais, moi, les psychanalyses, c'est pas vraiment mon truc, et je continuais comme ça. Et je ne sais pas pourquoi je raconte ça, c'est mon côté du coq à l'âne. Mais non, c'est ça. C'est bon. C'est bon, c'est ça, on est en... Non, c'est quoi? Je t'ai entendu faire « oh ». Des gens ont été choqués parce que dit ma grand-mère a... Oui, mais, c'est très intéressant. mais vous avez tous aimé ce film italien, même si c'était pas comme ça que ça se passe, où un père dans un camp de concentration protège son fils, lui permet de vivre. La vie est belle. Et ma grand-mère, mais même si évidemment personne ne pense que c'était réaliste, ce que je veux dire c'est que à quoi ça sert de sauver les gens, notamment les enfants, si c'est pour les empêcher d'être des enfants insouciants, des adolescents autocentrés, des femmes désirant un homme et puis faisant des gosses. Et
Mais c'est merveilleux. Là où ma mère a une chance extraordinaire, c'est que les vies de nos vies, aux uns aux autres, sont plus ou moins longues, plus ou moins courtes. Elle peut maintenant revisiter tout ça. Et comme elle fait les choses pas à moitié, vous avez dû vous en rendre compte, si elle l'avait fait plus tôt, je ne te raconte pas les dégâts, mon père, ma sœur, moi, les femmes qu'elle a empêchées, les femmes dont elle a combattu les maris qui ne voulaient pas leur donner le divorce, les juifs du non-soviétique. Imaginez que dans les années 70-80, elle était totalement, à ce moment-là, en pleine forme, elle était en 38, donc 40, 50 ans, dans le souvenir de la Shoah. Alors, ça aurait fait un témoin de plus, mais ça aurait surtout fait un combattant, une combattante de moins pour alerter les opinions publiques en Europe sur ce que subissaient des gens en Europe de l'Est. Et il n'y en avait pas tant que ça. Il y a ce très beau film de Frank Capra, La vie est belle, ça n'avait pas existé, à quoi aurait dû servir. Elle a fait plein de choses. Elle est très chiante. Elle se trompe sur la date d'anniversaire de ma fille. Mais elle se trompe sur la... Bon. Mais sérieusement, mes grands-parents, alors même qu'ils avaient traversé l'enfer, je parle de ma grand-mère, en protégeant cette gamine, bah ouais, ils ont fait en sorte qu'après elle grandisse. Sinon, à quoi bon? C'est pour ça que je déteste cette expression devoir de mémoire. S'ils avaient un devoir vis-à-vis de leur gamine, c'était qu'elle oublie. Et après, ils lui ont pas dit t'as pas été déporté, ils lui ont pas dit t'as été étranglé, c'est pas arrivé. Ils ne l'ont pas envié avec ça. Je dis pas que ça fait pas des dégâts. Mon oncle qui est né en 1950, qui m'a toujours fait penser à Spiegelman, la bande dessinée en moins, parce que c'est pas évident de naître dans une famille de rescapés. Ouais, mais c'est pas évident de naître dans une famille de rescapés, mon gars, t'as raison. Mais t'aurais préféré ne pas naître. Bon, donc c'est comme ça. On ne peut pas... Kundera explique que le kitsch, c'est la négation de la mort. Oui, la Shoah est arrivée, des gens par millions en sont morts et des gens en sont sortis en étant durablement imprégnés, fêlés, abîmés. À partir du moment, de ce moment-là, je préfère ma grand-mère lui disant « t'es pas concerné » que la même grand-mère la réveillant au milieu de la nuit pour la montrer aux gens qui revenaient d'Amérique. Et ensuite, chacun sa liberté, chacun sa force. Evelyne n'est pas dénuée de liberté ni de force et peut aujourd'hui, devant vous, mais devant des gosses et pour elle-même, parler de ce qui s'est passé, de ce qui lui est arrivé. Et dans le bouquin, elle parvient à expliquer à son fils qui n'en a pas envie en quoi ça l'a perturbé, ce qui est une étape supplémentaire. Très bien. Il est un temps pour la guerre, il est un temps pour la paix, comme disait Rabin le jour où il a serré la main d'Arafat. C'est très bien. Mais ça ne me choque pas du tout, la phrase de ma grand-mère. C'est une phrase de protection. Alors Evelyne, j'ai envie de vous poser... Et je sais que tu n'es pas d'accord. Vous êtes d'accord ou pas, Evelyne? Elle n'est plus là. Bon, Voilà. exactement. Moi maintenant, je vais m'intéresser, avant de passer la parole au public, parce qu'ils sont venus là aussi, nombreux pour vous poser des questions à vous. Et à Claude, moi je vais m'intéresser à vous. J'avais envie, parce que quand je vous ai interviewé, vous m'avez parlé de votre passé militant, de votre jeunesse, de vos actions à la coopération féminine, mais aussi j'ai appris plein de choses avec vous. Je ne savais pas que vous étiez à l'origine de ce numéro d'écoute, que vous avez aidé des femmes à obtenir le GET, etc. Comment vous regardez le militantisme maintenant, le féminisme de version 2023, d'aujourd'hui, ouais. Quel est votre regard? Je crois que le féminisme, mais il est toujours là, il est devenu un petit peu, et là je vais parler de l'actualité. Oui. C'est un féminisme qui vis-à-vis de ce qui s'est passé le 7 octobre, le féminisme est devenu terriblement politique. On peut parler de féminisme en ce moment des Palestiniennes, mais on ne peut pas parler de féminisme, ce qui s'est passé pour les femmes violées, et je vous passe, du Hamas. Le féminisme, le côté... tout mettre sur le dos du féminisme, je dois être trop vieille, je pense que je ne suis pas dans le coup. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était le féminisme par rapport au rabbin, et qui ne voulait pas donner, non, le mari qui ne voulait pas donner le guet, et que les rabbins... Alors, on va expliquer ce qu'est le guet pour les personnes qui ne sont pas juives dans la salle. Je me suis occupée donc de femmes qui ne pouvaient pas obtenir un divorce religieux. Puisque dans la religion juive,
il y a d'abord, non, il y a d'abord le divorce. Je peux? Et puis chez nous. On va la D'accord. laisser terminer. C'est juste la technicité de la chose. Non, Le non. guet est un document que le mari doit donner à l'épouse, qui est un document de répudiation. Toutes les religions sont horribles, le judaïsme aussi de temps en temps. Et sinon, la femme juive n'est pas considérée comme divorcée. Il est de sa pleine liberté de donner ou de ne pas donner le document. Et les femmes divorcées civilement qui ne reçoivent pas le guet, Restent mariées mariées. religieusement. Avec une autre et chose. si elles refont des gosses... Alors les- l'un Non, après non, l'autre, non, mais pas en non, même non, temps. non, hein. parce que là- Pardon, tout ce que je sais, c'est elle qui me l'a expliqué. Oui, bah, Alors, avec une différence, alors là, totale, que le mari qui n'a pas donné le guet peut tranquillement se marier, faire des enfants, sans qu'il se passe quoi que ce soit pour les enfants. Tandis que la femme qui n'a pas reçu le guet et qui, quand même, pensant, parfois c'est en toute innocence, pensant que puisqu'elle est divorcée, elle peut avoir une relation avec un monsieur et faire un enfant, et bien cet enfant, il est un mamzer, il est un bâtard. Et cet état de bâtardise court pendant 20 générations. Donc il est absolument vital pour une femme qui veut refaire sa vie, puis elle a bien le droit d'avoir ce document. d'avoir ce document. Et puis il y a des maris qui disent, oui, mais le guet, tu ne l'auras pas. Oui, ce monnaie. Et ça se monnaie. Or, dans la religion, ça ne se monnaie pas. Un guet doit être donné librement par le mari. Et donc, les femmes, moi, je les ai aidées, moi, je les ai emmenées chez les rabbins. Et alors, le rabbin, il disait, le Bédine de Paris étant vraiment très spécial, il dit... Ben, Tribunal rabbinique. rabbinique. Il est Tu insupportable. m'as dit, tu m'as dit qu'il y a des gens qui Non, savent pas. heureusement que je ne Bah suis oui. pas mariée avec lui. Hein. Il y a quand même pas donné le guet. la féministe. Et donc le tribunal rabbinique, le Bédine, il disait, il ne veut pas. Bon, il ne veut pas. Et il rangeait le dossier. Donc moi, je revenais à la charge avec la femme et je parlais avec les femmes et je disais parfois, mais pourquoi tu l'as quitté? Pourquoi tu l'as quitté? Mais 85-90% des cas, les femmes me disaient, c'est parce qu'il me battait. Donc, j'ai découvert par la même occasion qu'il y avait bien un problème de violence conjugale dans la communauté juive. Alors, j'ai commencé à en parler à la coopération féminine et on m'a dit, mais non, Evelyne, enfin, pas chez nous, les maris juifs, pas chez nous. Et je dis, mais si, chez nous aussi, tant et si bien qu'on a monté une ligne téléphonique, Noah osé le dire, pour que les femmes puissent téléphoner. Et puis, il y a quand même des moyens de faire en sorte que le mari donne quand même ce guet librement. Parfois, ça se monnaie aussi. Mais enfin, c'est un gros problème. Et une fois que j'avais découvert ça, j'ai continué sur la ligne téléphonique. Et puis, quand ça a été bien mis en place, je me suis tournée vers les témoignages. Il faut bien que je m'occupe. Mais c'est à peine une plaisanterie. Vous n'avez pas idée de la passion et de la permanence de ce combat pour les femmes battues dans la communauté avant les femmes et les femmes qu'on empêchait de refaire leur vie, à quel point ça a pris le temps, l'esprit, l'engagement d'Evelyne. Comme les juifs du non-soviétique dans les années 70-80. Comme aujourd'hui les témoignages, et comme aujourd'hui dans les témoignages, ce qu'a été l'attitude des autorités hollandaises pendant la guerre. C'est pour ça qu'il y a aussi... Il ne faut pas faire les choses à moitié. Mais avant même la Shoah, l'histoire, les souffrances, il y a une attitude d'Evelyne, de ma maman, face au combat qu'elle décide de mener. Et c'est fascinant parce que ce sont les mêmes mots, c'est le même engagement. Quand je disais en rigolant tout ce que je sais sur le guet, elle me l'a dit, c'est parce qu'elle me l'a dit 60 fois. Et quand je dis 60 fois, c'est 600 fois. De la même manière que les Hollandais pendant l'occupation, je commence à être d'accord, parce qu'elle me l'a beaucoup dit. Et il y a d'abord une force, un tempérament, une manière, effectivement, de tout miser
de tout donner sur un combat, puis de passer à un autre, puis de passer à un autre, puis de passer à un autre. Et je ne sais pas quelle est la suite, mais j'espère pour Elon Musk qu'elle ne va pas combattre Twitter. Ça va être un drame. Alors, Et la Shoah est un épisode là-dedans, aussi bizarre que ça puisse paraître, infiniment plus important historiquement, mais au fond, dans son existence, c'est une des choses qu'elle devait surmonter ou affronter. Alors, avant de céder la parole au public, déjà je vais vous remercier. J'ai toujours l'habitude de terminer avec une citation. Alors qui essaye un petit peu de définir les personnes que je reçois. Alors d'habitude, je me casse la tête, je cherche, je reviens, je repars, je ouvre des bouquins, j'arrive pas. Alors vous, ça a été très facile. Alors vraiment, en 4 secondes, je suis juste allée sur France Inter, j'ai écouté une interview, je suis tombée sur un podcast de vous-même et je vais donner cette citation et vous n'allez pas me contredire parce qu'elle est de votre compagne. Hein. C'est votre compagne. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est de votre compagne, l'écrivaine Nolwenn. Oui, mais elle est méchante. Non, elle est pas méchante. Ah, Nolwenn est méchante. Mais que vous me laissez la lire. Non. Elle est de Nolwenn, qui est votre compagne, justement, qui est écrivaine, et je la cite. C'est une relation qui est, elle parle des deux, de la relation de Claude et d'Evelyne. C'est une relation qui est très agitée. Elle dit quelque chose, il dit non, c'est faux. Elle dit c'est vrai. Finalement, elle se lève, elle prend son manteau, puisqu'elle dérange. Il dit non, reste, assieds-toi. Tu vas pas partir comme ça. Donc elle s'assoit. Elle redit quelque chose, il dit non. Elle, si. Ils s'aiment beaucoup, mais c'est tendu, quoi. Merci infiniment. Je ne vais pas le mot de la fin. Non, Alors, avec plaisir, Claude. Je t'en un mot. Ça, c'est extrait d'un podcast que j'avais réalisé. Effectivement, c'est une émission qui est devenue un podcast avec Evelyne. Au moment où je ne savais pas comment me sortir de ce bouquin, et j'ai dit on va faire une émission ensemble. Et un terme m'avait confié il y a 2 étés des émissions sur la société française. J'avais proposé de faire une émission de Gonzo, ma mère et moi. Et je pensais elle va se calmer sur le bouquin, ça n'avait pas calmé du tout, ça avait donné plutôt envie. La deuxième chose, c'est important pour moi en ce moment, on en parle à chaque fois et on a oublié, c'est comme à Pessard. Quand on n'a pas dit toutes les choses, on n'a pas fait Pessard. Le deuxième témoignage qu'Evelyne a fait, c'était dans une école lilloise qui s'appelle Averroès, qui a été le premier lycée musulman de France, et le premier lycée musulman qui est devenu un lycée sous contrat avec l'État. Ce contrat va être déchiré, c'est une saloperie sans nom, quoi qu'on en pense, et tu peux le raconter toi. Il se trouve que c'est pour ça que parfois les gens dans la communauté juive, parlant de moi, ma maman, j'ai beau être un vieux sioniste, je fais aussi partie des gens qui considèrent que en France, on ne parle pas très bien et pas très gentiment et pas très élégamment et pas très utilement de la composante musulmane de la société française. Enfin, je l'ai dit avec toutes les précautions d'usage. Et je déteste l'utilisation qui est faite des juifs dans la manière de dénigrer les musulmans par des gens d'extrême droite en France. Et ça fait un petit moment. Ça ne m'empêche pas d'être absolument sioniste, juif, et de refuser d'aller voir les films de Ken Loach parce qu'il ne veut pas qu'on les montre en Israël. Voilà, chacun ses contradictions. Et j'y perds. Et donc, le deuxième témoignage qu'avait fait Evelyne était à Averroès. Ça s'était passé merveilleusement bien. C'était des mots, me voiler, pas voiler, musulman, musulmane. C'était le premier jour. Vas-y, raconte. C'était le premier jour du Ramadan. C'était le premier jour du Ramadan. J'ai vu d'abord une première classe. Toutes les jeunes filles étaient voilées. On m'a donné à manger, bien que c'était le premier jour du Ramadan. On m'a donné un déjeuner. Et puis j'ai fait des terminales, et ça s'est extrêmement bien passé. Personne n'était plus voilé. J'ai demandé à la directrice comment ça se fait que les petites étaient voilées et pas les grands. Elle a dit parce qu'ils se préparent à aller dans les universités. Et puis, fin de l'histoire. Et là, l'histoire du 7 octobre est venue, et je mets beaucoup de choses sur Facebook. Et un des enseignants, le directeur, je crois, ou le sous-directeur d'Averroès me like et me dit « Vous avez raison ». Et je lui envoie un message privé. J'ai dit « Écoutez, je suis contente que vous ayez en ce moment pas rompu les liens et je voudrais qu'on continue ». Et il me répond « Oui, je voudrais qu'on continue de dialoguer parce qu'on ne peut pas exporter ce qui s'est passé à Gaza, en Israël et Gaza, on ne peut pas exporter, et je voudrais que vous reveniez. » Et avant-hier, j'ai reçu une pétition, je n'ai pas signé, mais enfin, je vais leur dire que je vais revenir dans leur lycée parce que je pense qu'il est utile
de continuer d'avoir des liens normaux avec des musulmans à Paris, de maintenir des liens parce que pas tous les musulmans sont heureux de ce qui s'est passé. C'était bien ça. C'était ça. Alors je vous remercie infiniment.